Je suis absolument ravi de vous accueillir virtuellement à IMTBS pour cette rencontre débat, qui est quelque chose, qui est une nouveauté pour nous, pour l'école, avec pour objet, dans un format court, vous voyez qu'on en prévoit 45 minutes, de donner à voir et à comprendre un petit peu l'actualité scientifique, l'actualité de la production des enseignants et chercheurs de l'école. Et aujourd'hui, donc, on inaugure ce dispositif autour de Valérie Charol et de la publication de son dernier livre en poche, en l'occurrence le libéralisme contre le capitalisme. Et avec Teams, on ne le voit pas bien, mais vous le voyez à l'écran, qui vient de sortir ou de ressortir dans une nouvelle édition dans la collection Folio Essai. Alors, avant de laisser la parole à Valérie, et puis avant ça aussi de présenter Valérie, je voudrais quand même dire quelques mots sur Institut Mines Telecom Business School, qui n'est peut-être pas une école aussi connue qu'elle le mérite, on peut le dire. Donc, Institut Mines Telecom Business School, comme son nom l'indique, c'est la business school, l'école de management ou l'école de commerce de l'Institut Mines Telecom. Et en ce sens, c'est une école de commerce comme les autres et en même temps pas comme les autres. C'est l'école de management qui fait partie de ce premier réseau français des écoles d'ingénieurs, l'Institut Mines Telecom. Il y a 7 écoles d'ingénieurs et Institut Mines Telecom Business School au milieu d'elle, et ça lui donne un certain nombre de spécificités très fortes. C'est l'école qui est vraiment à l'hybridation, au cœur de l'hybridation entre le management et l'ingénierie, quelque chose qui est de plus en plus important et valorisé et attendu par les entreprises et la société. C'est une école qui est née il y a 41 ans avec les tout débuts de la numérisation du monde des télécoms et qui donc baigne depuis toujours dans le numérique, qui croise ce numérique donc sous les aspects managériaux, sous les aspects sociaux, sociétaux, sous les aspects éthiques avec l'ingénierie. Et je crois que ça aussi, ça en fait une spécificité. C'est une école qui est pas très grande, quand on veut la présenter, on dit qu'elle est à taille humaine, ce qui fait aussi qu'elle n'est pas forcément très connue. Et c'est aussi pour ça qu'il est important d'organiser des événements comme celui-ci pour la faire connaître au travers de ce qu'elle est capable d'apporter comme contribution intellectuelle. Et puis, un point aussi dont on est tous très fiers à l'école, c'est que c'est au moment où les grandes écoles ont été un petit peu de nouveau dans la presse décriées pour leur absence d'ouverture sociale et leur reproduction des élites. Nous, on est l'école qui est la plus ouverte socialement. On est l'école de management qui fait toujours fonctionner l'ascenseur social. On a plus de la moitié de nos étudiants qui sont boursiers. Et ça n'empêche pas, en ayant cette ouverture sociale, peut-être même bien au contraire, d'avoir une très belle insertion de nos étudiants dans la vie professionnelle, parce que ce n'est pas le tout d'ouvrir les écoles à tout le monde. Il faut faire aussi en sorte qu'à la sortie, ils puissent s'insérer dans l'économie et dans la société. Voilà en quelques mots sur Institut Mines Telecom Business School. Et bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations sur notre site que je vous invite à aller visiter, à défaut de venir nous retrouver sur notre campus. J'espère qu'on pourra le faire prochainement. Alors, je le disais, aujourd'hui, on inaugure un nouveau dispositif, ces rencontres débats, et on le fait avec Valérie Charol. Donc, Valérie, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, a rejoint IMTBS il y a un peu plus d'un an, en septembre 2019, en tant que chercheur en philosophie, en tant que membre de la chaire de l'IMT, donc sur un périmètre plus large qu'un simplement IMTBS, la chaire Valeurs et Politique des informations personnelles. Elle est également membre du LASCO. Alors, le LASCO, c'est un Idea Lab. Ce n'est pas un laboratoire au sens strict. Elle est chercheure associée à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, qui est une EMR CNRS HESS. Et elle coanime avec Pierre-Antoine Chardel, qui est aussi avec nous ce soir et que je salue, donc qui est professeur de sciences sociales et d'éthique à l'école, le séminaire de recherche Sociophilosophie du temps présent, enjeux épistémologiques, méthodologiques et critiques à l'EHESS. Alors, cette nouvelle édition de Le libéralisme contre le capitalisme est le 5e livre de Valérie. Ces autres livres, il y avait la première édition bien sûr de ce livre en 2006, et puis quelques autres publications. Et si les chiffres ne disaient pas toute la vérité, en 2008, c'est un sujet que je trouve toujours très intéressant, y compris aujourd'hui. Philosophie de l'écran en 2013 et Les qualités de l'homme en 2016, qui ont tous été publiés chez Fayard. Alors Valérie a un profil très intéressant aussi. Je parlais un peu d'hybridation et de croisement de culture, de compétences et de formation tout à l'heure pour l'école. Valérie, sous une autre forme, est aussi un petit peu dans cette lignée-là, puisqu'elle a une double formation, une double expérience professionnelle, normalienne, docteur en philosophie, diplômée de Sciences Po, énarque,
par le côté concours externe majeur économie en 92. Et après avoir mené une carrière dans le monde de l'économie, de la finance et de l'entreprise, elle a aussi développé le champ académique et intellectuel. Et c'est aussi cette spécificité qui intéresse beaucoup l'école, hein, là encore, et les travaux qu'elle mène. Donc elle a travaillé 7 ans au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. C'est aussi notre ministère de tutelle, d'abord à la direction du Trésor, puis au cabinet du ministre délégué à l'industrie. Elle a été directrice financière de Radio France, je ne savais pas. Elle était à la Cour des comptes depuis 14 ans, d'abord comme rapporteur, puis comme magistrat. C'est de là qu'elle a rejoint l'école. Elle a enseigné, elle enseigne aussi toujours, elle a enseigné les enjeux politiques à Sciences Po pendant 7 ans et participé, là je ne vais pas les compter, à de nombreuses activités et manifestations académiques, notamment dans le cadre des travaux du Collège des Bernardins sur l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Valérie, c'est à vous. Ah, le micro, Valérie. Je commence avec petite faute là sur le micro. Merci beaucoup, Denis, pour cette introduction. Je suis très contente de faire cette présentation, discussion un peu flash aujourd'hui, du libéralisme contre le capitalisme et de cette nouvelle édition. Donc flash parce qu'on a pris un créneau de 3/4 d'heure. Je vais vous présenter le livre en une vingtaine de minutes et après l'idée d'avoir aussi un quart d'heure d'échange et de discussion. Alors je crois que si vous cliquez, vous pourrez me voir en plus grand, mais pour l'instant, moi je me vois en tout petit, donc je ne sais pas comment. Voilà, je vais me mettre en évidence, on va voir. Voilà, c'est une interface que je ne maîtrise pas encore tout à fait bien, je dois dire, Teams. Alors, et je suis aussi très contente que cette présentation se fasse sous l'égide d'IMTBS, où donc je suis chercheuse en philosophie, parce que c'est une belle école. Alors, je ne parle pas forcément de l'architecture, enfin, je n'ai pas forcément d'avis sur cette architecture, mais je parle des rencontres que l'on y fait sur le plan intellectuel, de son activité intellectuelle. Je salue ici la Pierre-Antoine Chardel, avec qui m'a fait connaître l'école, en fait, puisqu'on s'est rencontrés à un séminaire, à un colloque. On parlait tous les deux, c'était en 2013-2014, au moment où sortait Philosophie de l'écran, et depuis on a ce séminaire à l'école des hautes études, et puis il m'a fait connaître l'école, il m'a fait connaître son directeur, et puis j'ai fini par venir dans l'école. Et donc, c'est un compagnonnage qui date en gros de cette époque de la sortie de Philosophie de l'écran. Et puis, donc, je suis contente de sortir ce livre à un moment à ces moments de ma carrière. Et puis aussi, je suis très contente de sortir ce livre en poche. Parce que, eh bien évidemment, sortir un livre en poche, c'est sortir un livre à un prix qui permet aux étudiants de pouvoir l'acheter. Parce que c'est un livre là qui coûte 9,20 €. Bon, je vais vous montrer le précédent. Donc, c'est la réédition d'un livre qui était sorti en 2006, mais c'est aussi une nouvelle édition. Et donc, celui d'aujourd'hui, donc, qui est en folio essai, le voici. C'est évidemment un très grand plaisir pour un chercheur que d'avoir un livre qui peut être accessible à un large public, et notamment à un public étudiant, et j'en suis vraiment très, très heureuse. Alors, par rapport à la version initiale du livre, donc son édition originale de 2006 chez Fayard, qui continue d'exister, la structure, les fondements et les orientations du livre n'ont pas bougé du tout. En revanche, le livre s'est complété d'un gros appareil critique, environ 100 pages. Alors j'avais prévu, mais visiblement on a un petit problème pour le faire, de vous donner le sommaire et le début du livre, mais c'est pas grave, on trouvera un moyen de vous les donner autrement. Donc un gros appareil critique en termes de bibliographie, de notes, et puis j'ai évidemment mis à jour les faits qui s'étaient produits entre 2006 et 2020, notamment la crise financière,
de 2007-2008, même si ça a été, je dirais, plus une confirmation du diagnostic qu'il y avait dans l'édition originale que une nouvelle qui conduisait à en revoir le propos. Bon, donc c'est une édition augmentée, complétée, mise à jour, avec une nouvelle postface où il est question un petit peu de la Covid. La postface, elle date de septembre. Qui donc est aussi que je peux vous présente aujourd'hui et pour laquelle donc ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est en 20 minutes mettre en évidence 3 points: la méthode, la thèse et ses conséquences. Mais d'abord pour dire globalement la méthode, la thèse, c'est que depuis, et ce qui s'est confirmé depuis 2006, c'est que l'économie fonctionne aujourd'hui énormément sur un mécanisme d'accumulation et de position de domination. Ça se voit avec les GAFAM, constitution de géants économiques, qui sont l'exact opposé de ce qu'est la pensée libérale, en tout cas des origines, et non détournée, dirons-nous, pour laquelle l'absence de position dominante est ce qui permet à l'économie d'être une économie de marché et de fonctionner de façon juste et équilibrée, avec une perspective d'équilibre. Donc, pour vous dire quelques mots de la méthode, alors, c'est une méthode de philosophie assez classique qui consiste à faire jouer l'analyse. C'est-à-dire, l'économie, si on la prend comme un tout, on ne sait pas très bien comment la qualifier. Et c'est le tout début de l'introduction que je ne vais pas vous lire, mais que vous découvrirez. Et la méthode, là, en l'occurrence, elle consiste à séparer dans le champ économique ce qui relève des pratiques, ce qui relève des règles de décompte, les règles comptables notamment, deuxième champ, ce qui relève de la science économique, donc qui est là pour étudier ces règles et ces pratiques, et enfin ce qui relève du discours et de l'idéologie. Et c'est grâce à cette séparation de différentes strates qui évidemment interagissent les unes avec les autres que j'arrive à poser le diagnostic que le libéralisme et le capitalisme sont très très différents, que nous vivons dans une économie capitaliste qui ne correspond pas au libéralisme, en tout cas des origines, et qu'il y a de ce fait un espace pour une économie libérale différente, donc une économie de marché différente de celle que nous pratiquons. Je vais vous dire juste une petite citation du philosophe Wittgenstein qui est en incipit, donc au tout début du livre, que j'aime énormément, qui est une citation des investigations philosophiques et qui vous donne un petit peu le propos du livre. Quel est ton but en philosophie? Montrer à la mouche l'issue par où s'échapper de la bouteille à mouche. Alors maintenant que je vous ai présenté la méthode, je vais venir sur la thèse. Lorsque l'on compare notre système économique, le système économique contemporain, avec les ouvrages fondateurs de la théorie libérale en économie, et notamment la richesse des nations, on voit qu'il y a des contradictions très très importantes, et je vais vous en citer 4, qui sont le cœur, je dirais, du réacteur de l'argumentation qu'il y a dans le libéralisme contre le capitalisme. La première, c'est ce que j'appelle, c'est le titre d'un chapitre, le capital antilibéral. C'est vraiment la première contradiction qui apparaît entre théorie libérale et pratique économique contemporaine. L'économie boursière et financière qui a toujours existé, mais qui s'est progressivement imposée au XXe siècle et qui a vu sa puissance démultipliée
par la manière dont se sont organisés les marchés financiers et les grandes banques d'affaires, repose sur des mécanismes de concentration. On voit ça avec les GAFA, qui sont à l'exact opposé de la manière dont la concurrence est posée dans le corpus libéral, puisqu'elle est en effet le moyen d'éviter les positions de domination et de lutter contre la tendance, puisque Adam Smith dit très bien, il le voit très bien, qu'à son époque, donc 1776, chaque entrepreneur cherche déjà à être en position de monopole. Mais justement, pour lui, l'économie de la richesse, qui va faire le plus de richesse dans les nations, est celle dans lesquelles personne n'arrivera à se mettre en situation de monopole. Et la concurrence, donc, elle est là, c'est un élément essentiel dans la théorie libérale, avec l'idée de lutter contre donc, la tendance des acteurs à rechercher des positions de domination. Et la concurrence est vraiment l'élément clé qui fait tenir le libéralisme, parce qu'elle est aussi, on est au XVIIIe siècle avec Adam Smith, elle est conçue comme une machine de guerre contre les positions acquises, et ce qui permet également à chacun de participer aux faits économiques sans laisser se mettre en place de logique de domination. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du travail. Ce que j'appelle le travail sans valeur. Le travail n'a pas de valeur comptable aujourd'hui. Dans les comptes des entreprises, il n'a pas de valeur. Et il est une charge et il n'est jamais un actif. Alors que pour Adam Smith, il est la source de toute richesse. C'est vraiment une contradiction forte entre la thèse de l'économie libérale dans laquelle on a le capital, le travail, avec une préférence pour le travail chez Adam Smith, pas forcément chez les autres libéraux, et puis les règles là, qui façonnent l'économie, en l'espèce, ces règles comptables, elles nous viennent de la Renaissance, pour lesquelles eh bien, le travail ce n'est pas une valeur, il n'est pas traité comme le capital, et en parfaite contradiction, il aurait pu être mis en avant dès le moment où se met en place la théorie libérale, en parfaite contradiction avec Adam Smith, puisque je vous cite, ce qui est très connu, mais les premiers mots de l'introduction de la richesse des nations, c'est le travail annuel de chaque nation constitue le fonds premier qui lui fournit tout ce qu'elle consomme chaque année en nécessité et commodité de la vie. Et ce travail, il mérite par ailleurs, alors là je passe à une autre citation, une juste rétribution. Je recite du Adam Smith, là où le salaire est élevé, les ouvriers sont toujours plus actifs, plus assidus, plus prompts que là où il est bas. À l'inverse, donc, dans le système comptable utilisé par les entreprises, eh bien, le travail n'apparaît que comme une charge, jamais comme une valeur qui viendrait alimenter l'entreprise. Et les normes comptables internationales adoptées par l'Union européenne en 2002 n'ont fait que renforcer ce poids uniquement négatif accordé au travail dans les comptes des entreprises. Donc voilà la deuxième grosse contradiction. Le troisième point, c'est ce que j'appelle l'État capitaliste. Alors, pourquoi ce terme-là? C'est à chaque fois des titres de chapitres, c'est en l'occurrence les titres des 3 premiers chapitres. Pourquoi? Parce que d'abord, il a accompagné l'évolution vers le capitalisme. Et pour reprendre la terminologie utilisée par le philosophe américain John Rawls, alors c'est dans les années 70, c'est dans la théorie de la justice, lui, il parle d'État-providence capitaliste. Et il dit que l'État-providence capitaliste ne peut pas, tout comme un système de complet laisser-faire ou comme un système d'économie dirigé de façon sur le modèle communiste, remplir les conditions qui permettent à la justice d'exister, parce qu'il faut arriver à faire en sorte, non pas, alors je fais dire un peu plus en explication à John Rawls que ce qu'il dit lui-même dans la théorie de la justice, mais il faut faire en sorte que la richesse se dissémine dès le moment de la production et non pas qu'on ait un système de production qui produise une richesse que l'État doit après répartir pour gérer les inégalités générées par le système de production lui-même.
Et donc, il en appelle à soi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que John Rawls nous dit l'État-providence, il s'appuie sur un régime capitaliste et il vient en contrebalancer les effets. Et John Rawls, lui, dit qu'on met en avant deux autres systèmes qui permettent de gérer la justice. C'est la démocratie de propriétaire, ou un système, je dirais, de production plus à l'allemande, d'économie libérale dans laquelle les salariés sont partie prenante de la gouvernance des entreprises. Donc, on trouve là un troisième terme de la contradiction entre capitalisme et libéralisme, parce que, de fait, on a beaucoup tendance à confondre libéralisme et absence d'État, alors que c'est une erreur, en tout cas pour les théoriciens fondateurs du libéralisme. Les deux derniers des 5 livres de la richesse des nations d'Adam Smith sont consacrés à la question de l'État. Et pour Adam Smith, les missions qui reviennent à l'État sont quand même, je dirais, assez... Enfin, il les développe lui-même et elles sont assez larges, puisque bon, c'est les fonctions régaliennes, c'est très classique, mais aussi l'éducation et puis la construction des infrastructures. Donc on n'est pas du tout dans l'État totalement peau de chagrin. Et puis le dernier point, c'est l'horizon. La dernière contradiction, c'est l'horizon. L'horizon du libéralisme, en tout cas tel que vous voyez, on peut commencer à l'opposer avec ces trois termes au système économique que nous pratiquons, qu'on peut appeler capitaliste. Eh bien, c'est un horizon, et ça tous les auteurs libéraux et en économie en sont d'accord, c'est un horizon d'équilibre. Ce n'est pas un horizon d'accumulation. Alors, j'ai l'impression, autour de ces questions d'absence de position dominante, de travail ayant autant de valeur que le capital et d'État ne devant pas venir après coup réparer les injustices causées par le système, et l'idée que le système devrait plutôt générer moins d'injustices, et l'idée d'une économie travaillant sur un horizon d'équilibre. Tout ceci en contradiction avec le système économique que nous pratiquons, j'ai l'impression d'avoir dit plutôt des évidences. Et j'ai l'impression, en tout cas, que l'opposition entre capitalisme et libéralisme relève de l'évidence. Mais alors, d'où la question, pourquoi elle ne nous apparaît pas? Pourquoi cette évidence? Et c'est souvent le travail de la philosophie, de faire apparaître ce qui relève de l'évidence. Non, ce n'est pas parce que... c'est pas parce qu'on serait mu par un malin génie, mais en l'occurrence, je pense que c'est ce que je mets en avant dans le livre. Et là, je viens sur la deuxième partie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la troisième partie, ni de la quatrième partie. Je vais vous les laisser aussi un peu les découvrir. Mais c'est parce qu'il y a, au plan de l'idéologie, donc on n'est plus dans les règles, on n'est plus dans les pratiques, on rentre dans le domaine de la science et de l'idéologie. Au plan de l'idéologie, les termes de libéralisme et de capitalisme sont confondus. Et ça, c'est une sorte de ruse de la raison ou de ruse de l'histoire qui ne permet pas du coup de faire voir le libéralisme comme une alternative au capitalisme, qui ne permet pas de voir qu'il y a différentes manières d'agencer l'économie de marché et que, de ce fait, l'économie de marché pourrait s'organiser différemment de ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, la science économique, dans une sorte de hold-up que l'école néoclassique a fait sur le terme de libéralisme, en est aussi, pour une part, responsable. Quand vous lisez, moi c'était le manuel qu'on utilisait à l'ENA, quand vous lisez l'introduction du manuel d'introduction à l'économie néoclassique et que de Miller et Hopton, et qu'on vous dit tout de suite la distinction entre trois facteurs de production, le travail, le capital et la terre, n'a pas de valeur. Au fond, le seul facteur de production, c'est le capital. Ben, je dirais tout est dit.
Il est surtout clair qu'on ne se situe pas dans l'environnement qui est celui du libéralisme, en tout cas tel qu'il se déploie dans sa théorie des origines. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse en termes de choses à mettre en avant, parce que ça ne désigne pas seulement, et là j'en viens à mon troisième point qui va être la conclusion, un tout petit interstice dans lequel on peut travailler, mais vraiment un espace large pour pratiquer l'économie autrement, pour penser l'économie et se situer après le capitalisme, mais dans le cadre d'une économie de marché fondée sur la concurrence, sur des entreprises et avec des salariés, du capital, des marchés financiers, mais pas selon des relations de domination et pas selon un horizon qui est celui de l'accumulation, mais avec un horizon qui est celui de l'équilibre. Alors, donc c'est une économie dans laquelle donc on a l'entreprise, c'est l'économie libérale que j'appelle de mes voeux, et c'est un peu la fin du propos, c'est une économie dans laquelle, comme le veut la théorie libérale des origines, l'entreprise, elle est au cœur du mécanisme de production de la richesse, elle est alimentée par deux facteurs de production sur un pied d'égalité, peut-être trois avec la terre, le capital et le travail, et elle fonctionne pour des consommateurs. Elle fonctionne pour ses clients. C'est un régime très différent de celui que l'on a aujourd'hui, dans lequel l'entreprise travaille, en tout cas c'est ce que disent les normes comptables, pour les besoins des acteurs sur les marchés financiers et fournit ses comptes pour les besoins des acteurs sur les marchés financiers et a pour objectif de faire du profit pour ses actionnaires, et dans laquelle, du coup, le marché du travail est relégué au rang de marché d'ajustement. Donc, c'est remettre au cœur du processus économique l'entreprise en tant que productrice de biens et de services, sachant que les services financiers font partie de ces biens et de services. Il ne s'agit pas d'interdire la banque et la finance, mais de leur donner leur juste place. De donner valeur au travail. C'est un point sur lequel moi je suis très très impliquée avec une méthode qui s'appelle ISAS, dans laquelle je voudrais arriver à faire en sorte que, et j'espère y arriver, que les normes comptables reconnaissent le fait que le travail est vraiment une valeur pour l'entreprise et que le contrat de travail peut constituer le soubassement d'un actif salarial. Donc ceci, c'est l'appel je termine, à une société ouverte sur le plan économique, donc fondée sur des relations certes de concurrence, mais non de domination. Le fait que nous vivions aujourd'hui un moment de crise, ça peut être aussi, parce que c'est des moments où on se pose des questions, un moment où cette prise de conscience de ces différences et de ce qu'elles ouvrent comme perspective peuvent nous apporter, avec donc l'idée que la vie économique est un compartiment complètement légitime de la vie humaine, mais qui ne doit pas être l'unique légitime, évidemment, et que dans ce compartiment économique de notre vie, eh bien, c'est l'entreprise, la production qui est le cœur du processus et non pas la fin du processus qui est aujourd'hui la question des marchés financiers et du profit et de l'accumulation. Je vous remercie, je crois que j'ai tenu dans les temps et on a un petit peu de temps de discussion, sachant que la séance se finit. On a un petit peu de temps au sens où on a prévu jusqu'à 19h15, mais on peut dépasser un petit peu et on peut prendre des questions. Alors, est-ce que quelqu'un... Alors, moi, je ne vois pas forcément si quelqu'un veut lever la main. Je vois... Alors, est-ce qu'il y a... Ah, je vais regarder dans la file, afficher les participants dans le fil de discussion. Si vous voulez... Ah, bah, Pierre Duménil. Alors, je vois dans l'ordre, Pierre Duménil. Oui, je peux parler. Bien sûr. Tu m'entends? Oui. Oui. Voilà. Tu dois le savoir. Il y a un cas d'espèce où les
où le travail est comptabilisé comme immobilisation, c'est celui des joueurs de football. Oui. Hein. Et si on regarde bien ce qui se passe pour eux, c'est pas une perspective forcément réjouissante si on la généralise. C'est-à-dire que ce sont des esclaves de luxe, mais ils ont des salaires d'un niveau tel que leurs transferts, leurs ventes, etc., ne nous font pas pleurer. Mais si tu imagines ce système donc, qui consiste à comptabiliser comme immobilisation la force de travail dans le bilan, j'ai des craintes. On laisse Gabriel Périès prendre la parole et puis moi je répondrai un peu groupé parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Oui, bonjour Valérie, je suis très content d'avoir écouté c'est une thèse intéressante. Mais bon, moi aussi j'ai travaillé un petit peu en économie et il me semble qu'il y a un paramètre qui manque, c'est le problème de la monnaie. Et de ce que disait Aglietta et les anthropologues qui ont travaillé sur l'économie et la monnaie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la violence de la monnaie. C'est-à-dire que de cet instrument qui fait que moi je puisse, à tel endroit, parce que j'ai de la monnaie, donc de la valeur que j'ai accumulée, je peux acheter un organe sur le marché indien pour le vendre ensuite à tel endroit et puis et assurer comme ça un marché des organes qui est organisé de façon parallèle par rapport à grâce à la monnaie, qui est produite grâce à l'interaction entre la valeur et le monopole que l'on détient de sa fabrication, qui, s'il n'est pas respecté, est sanctionnant. Alors, que devient dans ton schéma la valeur de la monnaie? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Alors, on a aussi une question de Pablo Jensen sur la place de la mutation écologique dans mon analyse et l'articulation avec la tension libéralisme-capitalisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ou est-ce que je vais peut-être répondre déjà à ces 3 premières questions, puis ça laissera peut-être le temps à d'autres de réfléchir à des questions. Gabriel, peut-être faudrait-il couper le micro maintenant parce que du coup on entend un écho. Alors, sur la question, oui, je suis tout à fait consciente pour les joueurs de football. Alors, on ne va pas rentrer dans une discussion technique sur la question de pourquoi est-il important de faire des salariés une valeur dans les comptes des entreprises. Simplement, pour rester au plan un peu plus des principes, je trouve particulièrement éclairant que les normalisateurs comptables soient arrivés à trouver un moyen de comptabiliser une valeur pour les joueurs de football, en l'occurrence parce que c'était essentiel pour eux, parce que c'est des sommes d'argent considérables qui sont en jeu, et qu'ils refusent de faire de même pour tous les autres salariés, considérant que c'est impossible. On voit bien là, pour moi, c'est l'emblème de la contradiction. Enfin, vous voulez qu'il y a aujourd'hui des rapports de force qui peuvent exister aujourd'hui, puisque effectivement, les joueurs de football sont une valeur dans les comptes des entreprises, des clubs de football. Et ce statut-là leur est uniquement réservé sous la forme d'un raisonnement dans lequel je ne vais pas rentrer, parce que ça deviendrait très, très technique, mais qui ne me paraît pas avoir de solidité du point de vue comptable. Alors après, la question, est-ce que c'est souhaitable, qui était celle qui était soulevée en fait, au fond, de faire des salariés une valeur dans les comptes des entreprises. Moi, ce n'est pas les salariés que je mets dans les comptes des entreprises, c'est la valeur du contrat de travail. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu pour les joueurs de football. Et je ne vois pas du tout en quoi le fait que dans les projets d'investissement, si cette valeur était reconnue, embaucher soit reconnu comme un investissement, alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et il vaut mieux acheter une machine ou un logiciel. Je ne vois pas en quoi on ne rendrait pas service
aux chefs d'entreprise et aux salariés en permettant d'avoir des raisonnements qui ne seraient pas biaisés entre acheter une machine, acheter un logiciel et embaucher. Aujourd'hui, les règles comptables, elles sont biaisées sur ce point-là. Il vaut bien mieux, du point de vue du plan d'affaires, ne pas embaucher. Alors après, sur la question de la monnaie, j'ai eu l'occasion, moi, de discuter à plusieurs reprises avec Michel Aglietta, et puis aussi avec une de ses co-autrices. C'est vrai que je ne suis pas... Le football sont des esclaves de luxe. Alors, je ne suis pas... je fais partie de ceux en économie qui pensent un peu que la monnaie est quelque chose d'assez neutre. Hein. Alors, on peut ne pas partager cette vision-là, mais ce n'est pas centré sur la monnaie. Mon ouvrage n'est pas centré sur la monnaie, je parle des marchés d'échange, hein, mais la création monétaire, ce n'est pas le cœur de l'ouvrage. Et puis j'en viens au dernier point, qui est la question écologique posée par Pablo Jensen. Alors là, c'est vraiment... c'est ce sur quoi porte la postface. Non, mais avec les autres, pardon. Alors, on a un écho ou quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, je crois. En tout cas, donc je vais essayer de répondre au dernier point de Pablo sur la question écologique, puisque c'est vraiment le point sur lequel je termine la postface, mais aussi qui était présent hein, dès le début dans le livre. C'est que justement l'idée d'avoir un horizon qui est celui de l'équilibre et pas celui de l'accumulation, c'est permettre d'intégrer dès le départ la préoccupation écologique dans le système économique. Et l'avant-dernier chapitre s'intitule de la richesse, le dernier de l'espace-temps, et ceux d'avant, les deux chapitres précédents, c'est de l'entreprise et de l'État, en définissant autrement l'entreprise, positionnant entre le rôle de l'État, son timidité aussi, en ayant un espace-temps plus large et en mesurant la richesse non pas dans une perspective d'accumulation, mais dans une perspective de distribution et d'équilibre, eh bien, là, on est clairement on a un système économique dans lequel la question écologique, elle est intégrée dès l'origine et pas après coup comme un supplément d'âme. En tout cas, c'est un des motifs profonds qui anime le livre, cette idée de faire intégrer un certain nombre de préoccupations dès l'origine par les acteurs économiques et de remplacer la préoccupation qui essaie d'avoir une position dominante pour maximiser son utilité et avoir le plus d'accumulation possible de richesse par avoir un horizon d'équilibre respectant les positions dans lesquelles on ne peut pas avoir de position de domination et dans lequel chaque acteur est légitime à être partie prenante de la sphère économique. C'est en ça que c'est aussi de la philosophie politique, hein, puisque je parle beaucoup de la parenté qu'il y a entre la philosophie libérale, économique et politique. Chacun est légitime à être partie prenante du jeu, c'est ça l'économie de marché. Et l'économie et la philosophie politique libérale dans laquelle se déploie l'idée de démocratie, puis avec notamment l'idée de la démocratie dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là? Il est 19h14. Alors, le désir d'accumulation étant une pulsion. Alors, j'essaye de lire en même temps. C'est un peu compliqué pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me lire est-ce que c'est une... Alors, est-ce que le désir d'accumulation est une pulsion? Alors là, si vous voulez, on prend 2 minutes. C'est un sujet très intéressant. Si vous voulez, dans Adam Smith, et moi, ça correspond aussi à Aristote, Adam Smith, il parle d'intérêt.
Il ne parle pas de maximiser son intérêt. On n'est pas dans un horizon de maximisation. Certes, les gens sont égoïstes, mais ils ne sont pas maximisateurs. Et c'est toute la différence avec l'horizon qu'a modélisé la science économique à partir du 19e siècle, dans lequel le principe de la modélisation, c'est le recours à la maximisation. Je suis toujours au maximum de mes capacités, et c'est à un moment ce qui met le système en danger, parce que c'est une image que je prends dans le livre et que j'aime beaucoup prendre. Si vous mettez un être biologique toujours au maximum de ses capacités, à un moment, ce qui se passe biologiquement, c'est la mort, parce qu'on ne peut pas être tout le temps au maximum de nos capacités. Et c'est pourtant ce qu'il y a derrière la modélisation économique la plus classique. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne sais pas si Pierre-Antoine Chardel ou... Alors, les mains qui ont été levées, je présume, ne sont plus levées. Si, je veux bien intervenir, enfin, peut-être pour te remercier pour ton exposé. C'est pas un exercice facile hein, de résumer un tel ouvrage avec ce travail que tu as accompli en si peu de temps, mais je voulais te remercier pour l'éclairage que tu apportes, et je pense que dans ce monde trouble dans lequel on est en ce moment, on a encore plus besoin de lisibilité, de distinction des termes, et c'est vraiment ce que tu apportes. Et j'aurais juste une question très, très simple au fond, qui est peut-être aussi assez dense. En quoi cette distinction entre libéralisme et capitalisme peut avoir un impact vertueux sur les entreprises aujourd'hui, notamment en termes de responsabilité sociale de l'entreprise, en termes de RSE? Merci. Et du coup, je vais répondre à une question qui est posée parce que j'ai trouvé le fil de discussion sur le mutualisme en même temps. Je pense que le mutualisme, des formes d'entreprise dans lesquelles les salariés ou les consommateurs, alors je sais pas, ou le client sont partie prenante dans la gouvernance. C'est le modèle allemand de la codétermination ou c'est le modèle du mutualisme. Sont des entreprises dont la forme d'organisation devrait permettre d'être beaucoup plus, de se situer dans le paradigme libéral et pas capitaliste. Et on a, si vous voulez, on cite trop peu, je pense, le fait qu'en Allemagne, il y a codétermination, c'est-à-dire pour les entreprises de taille moyenne, un tiers de salariés dans les directoires, et les grandes entreprises, la moitié des salariés qui composent les directoires, et que la grande réussite de l'Allemagne, c'est des entreprises de taille intermédiaire, et des entreprises dans lesquelles, moi j'ai travaillé en Allemagne 6 mois dans une entreprise, dans lesquelles donc la voix des salariés est prise en compte dans les décisions stratégiques dès le moment où la décision stratégique se conçoit. Et donc ça, je pense que c'est vraiment l'entreprise libérale et une entreprise dans laquelle, au conseil d'administration, il est légitime que figure autant le facteur capital que le facteur travail. Et une entreprise, et ça rejoint le travail qui avait été fait au Bernardin, et les réflexions qu'il y a eu à un moment dont j'étais partie prenante aussi sur la forme de l'entreprise, une entreprise dont la raison d'être, la raison sociale, n'est pas de produire des profits, mais de produire des biens et des services. Et pour ce faire, évidemment, elle a besoin de réaliser un certain niveau de profit. Mais c'est vraiment ça qui peut amener... Alors, et je pense en particulier... c'est un discours donc, que je tiens depuis 2006 et qui intéresse... dès 2006, qui a intéressé des cercles de dirigeants d'entreprise et qui intéresse beaucoup, en fait, au sens où, même dans les très grandes entreprises aujourd'hui, les dirigeants se sentent souvent démunis face au poids de leurs actionnaires
qui peuvent être des fonds de pension américains, mais qui peuvent être aussi d'autres types de fonds, et cherchent un moyen de retrouver une place pour l'entreprise elle-même, l'activité d'entreprendre, une place pour cette activité-là, et non pas uniquement dans la perspective de maximiser le profit pour l'actionnaire. Et donc je pense qu'il y a alors le mutualisme, c'est un exemple particulier d'entreprise qui est déjà un petit peu dans cette lignée-là, mais qui a dans le terrain des entreprises de taille intermédiaire, mais aussi les grandes entreprises, une volonté, une appétence en tout cas, des chefs d'entreprise pour une réflexion qui leur permette de reprendre aussi la main. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On avait dit qu'on ne dépasserait pas trop. Est-ce que Denis Guipard veut nous redire un mot? C'est un exercice, alors c'est un exercice que j'ouvre. Je dois dire que la plateforme n'est pas évidente parce que moi je ne la maîtrise pas encore très bien et donc je suis absolument confuse des quelques petits ratés techniques qu'il y a pu y avoir. Mais en tout cas pour moi c'était un exercice vraiment intéressant de résumer le propos, d'essayer de vous dire en peu de temps ce qu'il y a dans le livre. J'espère que ça va aussi vous donner des idées de lecture, mais aussi de conseils pour vos étudiants, puisqu'il y a un certain nombre de professeurs ici. Et je suis vraiment, en tout cas, très contente d'avoir eu ce moment. Alors, pas vraiment pas d'échange classique. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra faire ce genre de choses, mais pour moi, c'était avec plaisir. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres... voilà. Il y a une question de Vincent. Il y a une question ou une main levée de Vincent Puig. Alors, je les vois pas bien les mains. Alors, Vincent, donc. Oui, alors Valérie, merci beaucoup. Bon, comme tu le sais, c'est des travaux qui nous intéressent beaucoup. Moi, ce qui m'intéresserait de creuser, je ne sais pas si tu l'as déjà un peu abordé dans ton livre, c'est la question du savoir. Et comment est-ce que cette notion qui pour nous est très proche de la question du travail, puisqu'en fait, chez nous, à l'IRI, tu le sais, à la suite des travaux de Bernard Stiegler, le travail, c'est l'osium, c'est presque l'inverse du négocium, hein, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'emploi. C'est précisément l'espace de créativité, l'espace de développement de l'autonomie, de la capacitation, enfin, tous les termes de Amartya Sen sont très adaptés pour désigner cette notion de travail. Alors, je me demandais si, au-delà du contrat de travail, qui pour moi reste très attaché à l'emploi, est-ce qu'on pourrait réfléchir à mettre à l'actif des entreprises d'autres éléments que le contrat de travail qui seraient liés justement à cette question du savoir? Je pense par exemple à des formations dont pourraient se vanter ou disposer certains salariés, ou bien tout simplement, si on veut le considérer de manière un peu plus collective, pour éviter aussi la critique que tu as reçue par la question sur les footballeurs, du fait que c'est finalement un système qui serait peut-être trop individuel. Donc peut-être la capacité de l'entreprise à former ses salariés, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui serait considéré comme une valorisation, non pas forcément du travail au sens salarié du terme, mais une valorisation de la valeur des savoirs, finalement, qui est celle qui nous intéresserait. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'autres manières de valoriser à l'actif le travail que juste le contrat de travail. C'est une hypothèse, en tout cas, c'est la question que je te pose. Merci beaucoup, Vincent. Oui, alors, je suis allée assez vite, mais du coup, en fait, dans le modèle, on valorise aussi la formation.
Donc ça, c'est tout à fait d'accord. Hein, sur les formations qui sont payées par l'entreprise ou faites par l'entreprise, elles y sont dans le modèle. Donc, je vais aller assez vite sur ça. Après, je pense qu'il y a deux questions. Il y a alors, la question du collectif. J'ai beaucoup réfléchi. Moi, je voudrais trouver quelque chose qui passe dans les normes comptables internationales. Et du coup, c'est compliqué de faire entrer le collectif, sauf si le collectif est suffisamment fort pour augmenter la valeur des salaires. Et du coup, ça se retrouve dans le salaire. Du coup, ça se retrouve dans l'actif salarial. Mais donc, ça, c'est sur le terrain un peu normes comptables, compte de l'entreprise, compte vraiment certifié. Après, je pense qu'en fait, il y a un autre sujet que tu poses, qui est la valeur du savoir dans le PIB. Et qui est autre chose, de mon point de vue, et dans lequel alors, c'est dans ce livre-là, mais dans celui d'après, sur les chiffres, et j'y reviens puisque c'est un livre que je retravaille en ce moment sur les chiffres, je pense que, mais je ne veux pas trop allonger la discussion, il y a moyen de bien mieux considérer l'éducation dans le PIB. La valeur de l'éducation. Mais pour moi, c'est deux sujets un peu différents. Oui, il y a un niveau micro et peut-être un niveau méso ou voilà. macro qui pourrait être distingué. Mais ça, c'est intéressant, oui. C'est pas, voilà, mais tout à fait, en tout cas. Le savoir manque quelque part dans les comptes. Est-ce qu'on en reste sur cette belle conclusion? Je laisse Denis choisir. Je ne vois pas très bien qui aurait... Merci, Valérie. Je crois qu'il faut qu'on en reste sur cette belle conclusion. Sinon, la session va se couper toute seule. Ce serait quand même désagréable. Ce serait désagréable. Et vous suggériez un mot de la fin. Le mot de la fin, il est tout trouvé. C'est merci. Merci. Tous les participants et un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci beaucoup.